Je vais maintenant appeler Étienne Klein. Euh, alors, Étienne Klein est physicien, directeur de recherche au CEA, docteur en philosophie des sciences, professeur à l'École centrale de Paris. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Il est également producteur et présentateur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Et philosophe des sciences, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets. Nous avions envie évidemment de le questionner sur ce concept de temps et peut-être plus particulièrement sur le sens donné au temps. Mais une première question sur ce sujet du temps. Pourquoi vous passionne-t-il? Depuis combien de temps? Quelle en a été peut-être l'impulsion? Alors, bonsoir à tous. Alors, en fait, je me suis intéressé au temps lorsque j'ai eu 30 ans, parce que, comme vous l'avez rappelé, je suis physicien, et les physiciens, ils écrivent des équations mathématiques, qui sont leur façon d'exprimer les lois de la nature, enfin, en tout cas les lois de la physique. Et dans ces équations, que ce soit les équations de Newton, d'Einstein ou de beaucoup d'autres, figure ce qu'on appelle le paramètre T, qui désigne le temps. Et ce paramètre n'a pas du tout les propriétés que dans le langage courant nous accordons au temps. Autrement dit, le temps des physiciens est quelque chose qui ne ressemble pas au temps tel que le pensent les philosophes, ni au temps tel que nous le disons dans la langue de tous les jours. Par exemple, quand nous parlons du temps, nous avons tendance à lui attribuer les propriétés des phénomènes temporels. C'est-à-dire, nous faisons comme si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, les phénomènes autour de nous s'accélèrent, nous dirons que le temps s'accélère. Si les phénomènes autour de nous sont cycliques, se répètent, nous dirons que le temps lui-même est cyclique, etc. Or, la physique, en tout cas par cette représentation qu'elle se fait du temps, distingue complètement le temps des phénomènes temporels. Et donc, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai commencé avec d'autres à essayer d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler, afin d'avoir une sorte de base critique permettant de procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire que notre façon de parler du temps est extrêmement confuse. Si vous notez sur un papier toutes les expressions qu'on peut entendre dans les conversations ordinaires qui contiennent le mot temps, vous verrez qu'elles se contredisent les unes les autres. Parfois, on a l'impression que le temps est une sorte de fluide. Parfois, c'est quelque chose au contraire de statique, d'invariable. Parfois, c'est un produit de la conscience. Parfois, c'est une entité physique, etc., etc. Donc, c'est extrêmement peu clair. Et on avait l'utopie, en tout cas le projet, de pouvoir clarifier cette question du temps. Et moi, je m'y suis investi au travers de livres, de colloques, de réunions faites avec les collègues, parce que pendant 3 mois, lorsque j'avais 30 ans, justement, des médecins s'étaient trompés à propos d'un diagnostic me concernant. Et donc, j'ai vécu quelques mois avec l'idée que j'en avais plus pour très longtemps, ce qui s'est révélé faux. Mais j'ai, pendant cette période, vu que mon rapport au temps et aux autres, et à moi d'ailleurs, était complètement différent. Et donc, c'est cette espèce d'expérience assez singulière qui m'a fait m'interroger sur les différences et peut-être le rapport qu'il y a entre le temps des physiciens et le temps tel qu'on le ressent, qui n'est pas un temps autonome par rapport au temps physique. Je ne pense pas qu'il y ait un temps psychologique autonome qui s'écoulerait en marge du temps physique. Simplement, notre rapport au temps est trompé par ce que vous avez appelé tout à l'heure des biais qui sont très nombreux, l'âge, l'intensité avec laquelle nous vivons ce que nous vivons, de sorte que notre vie ne nous fait pas éprouver la sensation du temps physique, sauf peut-être dans l'ennui mortel. Quand on s'ennuie mortellement, ce qui est plutôt une activité qu'on peut faire dans l'enfance, mais qu'en général, quand on est adulte, on a une vie intérieure qui fait qu'on échappe à cet ennui mortel. Mais dans l'ennui, dans l'expérience de l'ennui, on chiffre du temps pur, comme disait Suran, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase avec un temps qui coule à la vitesse d'une seconde toutes les secondes, et on est en quelque sorte en phase avec lui, sans que nul travestissement ne vienne nous écarter de la bonne représentation du temps. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans le temps qui détermine notre rapport au temps, de sorte que nous perdons le contact avec le temps physique. Alors justement, comment attribuer le bon sens, la bonne signification à ce concept? Est-ce que vous y êtes parvenu? C'est principalement dépendant de chacun, de sa structure mentale, de ses émotions, de ses perceptions, de son vécu?
contrairement à ceux qui ont parlé avant moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la perception du temps. Je les lis, je sais qu'il y a des biais. Par exemple, quand on entend une suite de sons, eh bien, on a un rapport au rythme qui n'est pas la même que quand on voit une suite de flashs lumineux, par exemple. Donc, l'âge intervient quand on demande à une personne âgée de dire combien de temps a duré telle ou telle séquence. Il ne répondra pas la même chose qu'une personne plus jeune. Et il y a une très forte dispersion dans les mesures qui sont faites par les uns et les autres, de sorte qu'en effet, le rapport au temps est quelque chose qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Et là-dessus, beaucoup d'études ont été faites par les psychologues. Moi, je n'en suis pas vraiment spécialiste. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que, évidemment, on ne peut pas parler du temps comme ça en l'air. Un physicien, il doit parler du temps à partir de telle ou telle théorie qui prétend le comprendre ou le décrire. Par exemple, il y a une conception du temps qui vient de la physique de Newton. Il y en a une autre qui vient de la physique d'Einstein, ce n'est pas la même. Et donc, pour un physicien, il s'agit de voir en quoi le temps que met en œuvre la physique se distingue du temps tel que l'ont pensé les philosophes ou tel que nous l'éprouvons dans nos vies ordinaires. Et si cette question me semble importante, c'est parce que, vous l'avez remarqué, la physique, depuis qu'elle est moderne, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle avec Galilée, est devenue extrêmement efficace, notamment au XXe siècle. Si vous prenez les deux grandes découvertes récentes des physiciens, je parle du boson de Higgs, cette particule qui a été découverte en 2012 au CERN, ou bien les ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein en 1915 et qui ont été détectées un siècle plus tard, en 2015, mais ces deux découvertes nous disent des choses sur le temps puisqu'elles ont été prédites à partir d'équations qui représentent le temps d'une certaine façon. Et le fait qu'elles aient été découvertes et détectées comme elles avaient été calculées montre que ces équations, qui ont permis de les prédire, entrent en contact avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Et donc, en interrogeant le statut du temps dans ces formalismes, on peut espérer accéder à une forme de, je mets des guillemets, de vérité du temps. Et ce qu'on voit, c'est que la physique, elle nous oblige à penser contre notre cerveau. C'est-à-dire, elle nous oblige à penser des choses que notre cerveau, spontanément, va rejeter parce qu'elles lui sembleront absurdes. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, le mot temps est extrêmement imprécis dans le langage ordinaire. Il peut désigner la succession, la durée, la simultanéité, le changement, le devenir, la vitesse, la mort, toutes sortes de choses. Or, ça fait trop pour un seul mot. Et par exemple, la physique oblige à distinguer le temps et la durée. Et puis, elle nous fait comprendre que le temps ne ressemble pas au phénomène temporel. Il est autonome par rapport à elle. Très souvent, on associe le temps et le changement. Quand plus rien ne change, on dit que le temps s'arrête. Or, Newton nous a expliqué, en tout cas c'était sa conception, que le temps physique ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Le temps, d'une certaine façon, ne passe pas par le fait qu'il est toujours le même, il est toujours identique à lui-même, son statut n'évolue pas. Ce qui change, ce sont les instants qu'il fait se déployer les uns après les autres. Enfin bref, si on prend la physique au sérieux, ça nous oblige à préciser notre langage et aussi à repenser notre façon de le décrire. Alors c'est un travail de longue haleine qui, à mon avis, est assez vain, puisque cette année, par exemple, à l'agrégation de philosophie, le sujet qui a été proposé aux candidats, c'était le temps. Et les livres qu'on leur a donnés à lire pour préparer leur concours, c'était des livres de Saint-Augustin, d'Aristote, de Kant, de Husserl, de Heidegger, de Bergson, de Merleau-Ponty, bref, de penseurs, philosophes, qui ont proposé à propos du temps des doctrines philosophiques tout à fait cohérentes, certaines très convaincantes. Et vous voyez que dans cette liste, il n'y a pas de physicien. Or, Einstein, par exemple, il a profondément modifié, par sa théorie de la relativité, la façon de comprendre le temps et sa relation à l'espace, sa relation aussi à l'énergie d'une façon générale. Et donc, cette théorie de la relativité, on la résume souvent en disant Einstein a compris que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et cette phrase qu'on répète à l'envi, en fait, est fausse. D'abord parce que le temps n'a pas de vitesse, ou alors il faut dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Mais en gros, une vitesse, c'est une variation par rapport au temps. Donc, dire que le temps a une vitesse, voudrait dire que son cours, son rythme d'écoulement varierait par rapport à son rythme d'écoulement, ce qui n'aurait pas de sens. Donc, le temps n'a pas de vitesse. Et ce qu'on veut dire par cette phrase maladroite, c'est qu'en fait,
pour Einstein, il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Autrement dit, j'ai mon temps propre, c'est celui qu'indique ma montre, et ce temps propre, je le partage avec tous ceux qui sont immobiles par rapport à moi, qui sont dans le même référentiel que moi. Et donc, on est tous dans le même temps propre. Par contre, quelqu'un qui serait en déplacement par rapport à nous avec une très grande vitesse, une vitesse qui serait non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière, aurait elle aussi son temps propre, et ce temps propre se désynchroniserait d'une autre. Autrement dit, pour Einstein, un observateur a un temps propre que rien ne peut modifier, il peut aller à n'importe quelle vitesse dans l'espace, son temps propre n'en est pas affecté. Par contre, il va se désynchroniser, son temps propre, du temps propre d'observateurs qui ne sont pas dans la même cinématique que la sienne. Et ça peut être mesuré par tout ça des détections de physique. Et vous voyez que cette relativité du temps n'est pas un subjectivisme. Ça n'explique pas pourquoi Pierre et Paul, qui sont dans la même salle, ont un rapport au temps qui n'est pas le même pour l'un et l'autre. Ils ont le même temps propre, et vis-à-vis de ce temps propre qu'ils ont en commun, parce que leur vitesse relative est nulle, eh bien, ils peuvent avoir une perception qui est complètement différente. Et donc, la relativité d'Einstein n'est pas une caution scientifique du relativisme de notre rapport au temps. Et donc, tout ça mérite, à mon avis, d'être connu par les philosophes, par les psychologues, afin qu'ensemble, on essaie de convenir d'une bonne façon de parler du temps, de la durée et de la subjectivité du rapport que nous avons avec l'un et l'autre. Alors, vous en avez parlé de ces différentes écoles de pensée, du temps de Newton, du temps de Bergson, du temps d'Einstein et des grandes révolutions qu'a connues le sens donné au temps à travers les âges. Est-ce que toutes les écoles ont donné leur pensée, ou est-ce qu'on peut avoir de nouvelles idées émergentes sur cette temporalité qui peuvent encore nourrir cette signification, selon vous? Alors ça, c'est une question très complexe, parce que la physique contemporaine, elle s'appuie sur deux formalismes complètement différents, avec des concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la physique quantique, qui décrit des forces ou des interactions comme l'interaction électromagnétique, les interactions nucléaires. Et cette physique quantique propose une conception de l'espace-temps qui en fait une espèce d'entité rigide, indéformable, statique. Et puis, à côté de cette mécanique quantique, il y a une autre théorie proposée par Einstein qui s'appelle la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation. Et la gravitation, c'est une interaction très spéciale qui ne ressemble pas du tout aux trois autres et qui est décrite toute seule dans son coin par cette relativité générale, pour laquelle l'espace-temps devient une entité physique malléable, souple, qui peut être déformée par les objets qu'elle contient. Et donc, le statut de l'espace-temps de la physique quantique est complètement différent du statut de l'espace-temps de la relativité générale. On pourrait se dire, c'est pas grave, la physique a deux pieds, elle s'organise selon deux théories qui sont chacune valides dans son coin. Le problème, c'est que dans l'univers primordial, donc peu après le Big Bang, eh bien, il faudrait pouvoir décrire les quatre interactions en même temps, et pour cela proposer une théorie qui soit capable d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Beaucoup de gens s'y essayent depuis 40 ans, proposent des théories extrêmement abstraites comme la théorie des supercordes ou d'autres, la théorie de la gravité quantique à boucle par exemple, et ils s'autorisent toutes les audaces. Par exemple, ils imaginent que l'espace-temps pourrait avoir plus que 4 dimensions, ou bien ils imaginent que le temps n'existe pas, etc. Vous voyez que c'est toujours très, très compliqué parce qu'on tombe là encore sur des problèmes de langage. Si vous dites que le temps n'existe pas, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas dans vos équations quelque chose, une variable mathématique qui ressemble à l'idée que vous faites du temps. Et donc, elle suppose que vous avez un a priori sur le temps dont vous ne reconnaissez pas l'écho dans le formalisme que vous mettez sur pied. Et donc, ça suppose que vous connaissiez à l'avance le temps et que vous ne le reconnaissiez pas dans les équations que vous pensez être les bonnes équations. Et donc là, il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, c'est que pour reconnaître le temps dans un formalisme, il faut déjà le connaître. Et comment le connaître s'il n'existe pas? Donc on est comme ça pris dans des apories qui font que, à mon avis, la question centrale du temps aujourd'hui, c'est une question de langage. Qu'est-ce qu'on appelle le temps? Est-ce qu'il n'a pas été victime de trop de significations qu'on lui attribue qui font que le concept même de temps est perdu? Par exemple, on n'hésite plus à attribuer au temps des qualificatifs. On parle du temps physique, du temps cosmologique, du temps biologique, du temps géologique, du temps libre, etc. Bref, on invente autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels.
Mais si le temps était comme ça, habillé d'autant d'habits d'arlequin qu'il y a de temporalités différentes, il ne serait plus un concept. Le temps devrait être une notion qu'on devrait abandonner parce qu'elle ne correspond à rien. Et si on s'intéresse au temps, c'est parce qu'on pense que le concept de temps a un sens. Il se démultiplie en autant de temporalités qu'il y a de phénomènes temporels, mais il doit y avoir un temps qui est plus vrai que les autres, et c'est ce temps-là que les physiciens essaient d'identifier. Alors, si on revient au monde de l'entreprise, hein, aux leaders, aux managers, comment faire en sorte que ce manager prenne conscience justement de sa propre relation au temps, de sa perception temporelle, de celle de son équipe, éventuellement, pour éviter les asynchronies délétères qui gêneraient la performance. Avant de répondre à cette question, moi, je voudrais juste parler du confinement qu'on a tous vécu là, pendant quelques mois et quelques semaines. C'était une expérience que j'ai trouvée intéressante sur plusieurs plans, notamment par le fait que d'habitude, dans le monde d'avant, et ça revient dans le monde qu'on appelle d'après, qui ressemble furieusement au monde d'avant, on a toujours l'impression d'être en retard. On a l'impression que la réalité a un rythme propre, plus rapide que notre rythme personnel, de sorte que nous sommes constamment assaillis par l'impression que le monde va plus vite que nous. Et il faut toujours tenter de rattraper son retard en s'informant, en travaillant, en courant, en multipliant les activités, en les superposant, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le confinement, c'est que pendant quelques semaines, nous avons été synchrones avec le monde. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus dire que tel ou tel événement ou tel pays était en avance sur nous, puisque tout le monde était à l'arrêt pratiquement. La pandémie a touché l'ensemble de la planète. Le confinement, plus de la moitié des humains. Et donc, pour une fois, et c'est en cela que ça a été un événement historique, les humains ont été synchrones les uns avec les autres, avec l'impression de participer au même présent. Partout sur la Terre, on ne parlait que d'un seul sujet, l'épidémie, et personne n'avait l'impression d'être en retard par rapport au monde. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'il faut tenter de retenir, parce que dans la vie de tous les jours, en temps normal, si j'ose dire, on dit que le temps s'accélère, on est pris par un rythme qui nous culpabilise parce qu'il est impossible à suivre. Mais en réalité, le temps ne s'accélère pas du tout. Une seconde dure une seconde aujourd'hui, comme elle a duré une seconde après le Big Bang. Et en fait, quand nous disons que le temps s'accélère, nous confondons le temps avec les phénomènes temporels. Certains phénomènes autour de nous s'accélèrent, notamment le rythme des informations. D'autres ralentissent. Par exemple, la vitesse de nos déplacements ralentit. Les avions d'aujourd'hui ne vont pas plus vite qu'avant. Les voitures vont plutôt moins vite qu'avant. Les trains ne vont pas plus vite depuis une dizaine d'années. Les piétons dans la rue ne vont pas plus vite qu'avant. Il y a toutes sortes de choses qui ralentissent. Et dans cette idée qu'un temps presque cosmique s'accélérerait, il y a quelque chose, à mon avis, de trompeur par le fait que beaucoup de gens aujourd'hui, en réalité, s'ennuient. Enfin, la vie ne trépide pas pour tout le monde. Pensez aux personnes dans les maisons de retraite, pensez aux chômeurs, pensez aux prisonniers, pensez aux malades. Il y a toutes sortes de gens dont les vies sont truffées de périodes d'ennui et ils ont l'impression que le temps, et là je mets des guillemets, s'est arrêté ou est très lent. Et donc on est piégé par un faux rythme. Et dans la vie de l'entreprise, ce qu'on peut dire, c'est que, là encore, j'insiste sur le fait que le temps ne s'accélère pas. Par contre, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. C'est-à-dire qu'en même temps que nous travaillons sur notre ordinateur, nous recevons des messages qui viennent nous déconcentrer, nous avons des appels téléphoniques, nous avons des visites, de sorte que nous sommes soumis à des injonctions paradoxales qui, lorsque nous les maîtrisons, nous donnent une sorte de griserie existentielle. Nous avons l'impression d'exister parce que nous sommes sollicités, nous sommes capables de gérer toutes ces sollicitations, ce qui nous donne une certaine réassurance sur notre importance. Et puis à d'autres moments, ces injonctions paradoxales sont tellement nombreuses et tellement ingérables qu'au contraire, nous sommes complètement dépassés, noyés, et c'est le burn-out qui touche surtout les personnes consciencieuses. Les personnes consciencieuses, elles ont besoin de bien faire leur travail, et cette superposition d'injonctions paradoxales peut leur donner l'impression qu'elles travaillent mal, et donc accroître leur sentiment de culpabilité. Et donc moi je pense que la technologie, avec tous les moyens qu'elle a trouvés de nous faire venir là où nous sommes, des informations venues d'ailleurs, eh bien, fait que nous désynchronisons les uns les autres,
nous désynchronisons les uns des autres. Et je pense que le manager doit être capable de temps en temps de créer des situations où les gens sont à nouveau synchrones, sont dans la même temporalité, sont concentrés de la même façon sur les mêmes choses. Moi, dans les réunions auxquelles j'assiste, je vois beaucoup de gens qui ont une oreille attentive, mais le reste de leur perception, de leur attention se porte sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Ils sont à moitié là, en quelque sorte. Et c'est presque un temps perdu. Je pense qu'il faut retrouver des situations dans lesquelles on est vraiment là. Et ça, c'est le travail du manager, sans doute, d'être capable de les organiser. Alors, si on n'est pas dans tous les cas dans une accélération du temps, on est quand même plus dans une dictature du présent ou dans une vacuité projective. J'imagine que là, vous partagez ce sentiment. Comment on peut expliquer l'accélération de ces phénomènes? Moi, je pense que c'est l'information qui nous arrive en masse qui fait qu'on est victime de ce qu'on a appelé tout à l'heure une infobésité. Et ça nous donne un rapport au temps qui est très aliéné. Je pense que, en effet, le futur est laissé en jachère intellectuelle par le fait que nous sommes pris par une espèce de présentisme qui fait que seul le présent nous intéresse, tous les commentaires que nous pouvons faire sur le présent nous intéressent. Et ce présentisme nous empêche de penser le futur. Et d'ailleurs, c'était très intéressant pendant le confinement, alors que nous étions dans une forme d'urgence, en tout cas, pas nous, pas moi en tout cas, mais les soignants, beaucoup d'autres étaient dans une forme d'urgence. Il y avait une urgence à traiter cette pandémie. Mais paradoxalement, alors que nous étions dans une forme de catastrophe, l'idée de la catastrophe qui était très présente dans le monde d'avant, songez à l'omniprésence médiatique des collapsologues, tout d'un coup, l'idée de la catastrophe, le fait que nous étions dans la catastrophe, a chassé l'idée de la catastrophe. L'idée de la fin du monde a été remplacée, presque détrônée par l'idée du monde d'après. On s'est mis à réfléchir au monde de demain. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit? Tâche que nous avions abandonnée dans le monde d'avant. Mais évidemment, on a été victime là d'une sorte de moment d'excitation, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne parle plus du monde de demain. Le présentisme a refait surface. Mais en tout cas, pendant quelques semaines, nous avons essayé de nous demander qu'est-ce que devrait être le monde de demain, en tenant compte de ce que nous voulons, de ce que nous savons, et aussi de ce que cette crise nous a appris. Et donc, je pense que si on devait retenir une leçon de cette épidémie, alors je sais que les historiens nous disent que dans les épidémies du passé, les leçons qui auraient pu être retenues ne l'ont pas été parce que les épidémies sont toujours vécues comme des parenthèses, non pas comme des avertissements. Donc, dès qu'elles ont cessé, on s'empresse de réactiver la vie d'avant avec encore plus de frénésie pour rattraper le temps perdu. Et je crois que c'est un peu ça que nous allons faire, mais n'empêche qu'il y a eu cette tentative d'essayer de penser le monde d'après sur le long terme, en tenant compte de tous ces paramètres que j'ai indiqués. Et je pense que le manager qui s'intéresse au futur de l'entreprise, il doit ainsi ménager des périodes dans lesquelles on n'est pas soumis à la pression du présent, on coupe les arrivées d'informations, on s'isole, on se confine en quelque sorte, on se confine pour tenter de synchroniser nos esprits, nos réflexions, comme on l'a fait pendant le confinement, et on essaie ainsi de se projeter dans un futur plus lointain, comme si l'urgence finalement rendait nécessaire la pensée du long terme. Alors, j'avais une question du chat de Bertrand Grimm qui s'adresse sans doute plus aux physiciens, notamment sur le temps propre qui dépend du champ de gravité et de l'endroit où on se trouve, si vous validez ce concept. Est-ce que cela veut dire que la perception du temps du terrien par rapport à un individu sur une autre planète? Alors en fait, comme vous savez, il y a deux relativités chez Einstein. Il y a la relativité dite restreinte, qui permet justement d'établir cette notion de temps propre. C'est-à-dire que quand je suis en mouvement dans l'espace, par définition, je reste immobile par rapport à moi-même. On ne peut pas être en mouvement par rapport à soi. Et donc, mon temps propre n'est nullement affecté par mes déplacements dans l'espace. Quelle que soit ma vitesse dans l'espace, mon temps propre n'est pas affecté. Mon rythme cardiaque sera le même que je sois au repos par rapport à un autre observateur ou que je sois en mouvement par rapport à lui. Autrement dit, le mouvement est comme rien, pour reprendre l'expression de Galilée.
Quand je suis en mouvement, je demeure immobile par rapport à moi-même, donc mon temps propre n'est pas affecté. Je précise cela parce que la phrase par laquelle on résume la relativité, que j'ai rappelée tout à l'heure, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur, est souvent comprise, notamment par mes étudiants, de la façon suivante. Ils s'imaginent que s'ils sont en déplacement par rapport à quelqu'un d'autre, et la vitesse d'écoulement du temps pour eux va être modifiée. Ce qui est faux, elle n'est pas modifiée pour les raisons que je viens d'indiquer. Ensuite, il y a une deuxième relativité qui s'appelle la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation et qui montre qu'en effet, la métrique de l'espace-temps est modifiée par le champ gravitationnel à l'endroit où vous êtes, et ce champ gravitationnel va modifier le temps propre d'un observateur par rapport au temps propre d'un autre observateur qui serait à un autre endroit où le champ gravitationnel serait différent. Et donc, ces temps propres-là, celui d'un observateur qui est dans un champ gravitationnel et celui d'un autre observateur qui est dans un autre champ gravitationnel, de valeurs différentes, ces temps propres ne seront pas les mêmes, de sorte que s'ils vivent chacun avec leur montre, qu'ils synchronisent au moment où ils se séparent, ils vont chacun dans des champs gravitationnels différents, et lorsqu'ils se retrouveront, ils constateront que leurs horloges, leurs montres, n'indiquent pas le même temps parce que leurs temps propres auront été affectés de façon différente par la gravité qu'ils auront rencontrée. C'est l'expérience du jumeau voyageur? Ah non, les jumeaux, il n'y a pas de gravité. Les jumeaux, c'est simplement un effet de la vitesse. Il y en a un qui a une vitesse de déplacement non nulle par rapport. Il y en a un qui est sur la Terre, qui reste sur la Terre, l'autre qui part dans une fusée. C'est un mouvement inertiel, un mouvement à vitesse constante. Il fait demi-tour, il revient, et c'est simplement le fait qu'ils sont en déplacement relativement l'un par rapport à l'autre que leur temps propre se désynchronise. S'il y avait de la gravité, ça changerait encore les choses, mais il suffit d'un déplacement dans l'espace à grande vitesse pour que deux temps propres se désynchronisent. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je ne crois pas. Donc, ce sera le mot de conclusion. Un grand merci, Étienne Klein, de toute Merci à vous.